Nous commençons par Get Carter, on va y revenir. Ensuite, il y a l'inspecteur Lavardin de Claude Chabrol. Après, il y a Out of the Past, Pendez-moi au court de Jacques Tourneur. Puis ce soir, Winter's Bone de Debra Granik, qui est une adaptation d'un roman de Woodrell. J'aurais pu citer d'ailleurs les autres adaptations, mais on va y venir déjà pour Get Carter. Out of the Past, on y reviendra après. François Guérive, donc, qui a édité un grand nombre des romans qui ont été adaptés au cinéma, qui est un cinéphile acharné, on peut dire, plutôt que même presque plus que moi, enfin acharné que distingué, et qui est donc directeur de Rivage Noir. Qui est aujourd'hui le plus grand et le meilleur éditeur de livres policiers dans langue française. Je lui laisse la parole pour parler de Get Carter. Bonjour. D'ailleurs, les films qui ont été choisis, en fait, j'ai publié tous les livres, sauf Inspecteur Lavardin, qui est un scénario original, mais tous les films que vous allez voir sont des adaptations de livres que j'ai publiés. C'est important pour Get Carter, parce que Get Carter, c'est un roman d'un monsieur qui n'avait jamais été traduit, qui s'appelle Ted Lewis. Et Ted Lewis est sans doute la personne qui a inventé presque le roman noir anglais, assez loin du roman énigme, un roman très dur. Et le roman déjà avait choqué, ça s'appelait Le Retour de Jack, le roman. Le roman avait choqué par sa violence, par sa crudité. Et le montage du film est une histoire assez étrange, c'est que c'est le producteur de Polanski, de Cul-de-sac et de Répulsion, qui voulait faire ce film, et il a engagé un jeune metteur en scène qui s'appelait Mike Hodges, qui revenait de France où il avait fait des documentaires notamment, c'était un documentariste, et Mike Hodges avait l'intention de faire ce film un peu en noir et blanc et avec des inconnus. Quand d'un seul coup le producteur lui a dit non, pas question, il faut une star, et disait Michael Joss, il a vu arriver un peu par hasard Michael Caine, qu'il trouvait trop gentil pour faire le rôle de Carter. Mais Michael Caine s'est empressé de lui dire qu'il venait d'un monde ouvrier extrêmement brutal et qu'il savait de quoi il parlait. Parce que vous allez voir dans Get Carter, ce qui est intéressant à partir d'une histoire, c'est, on pourrait dire d'un canevas classique, mais la façon dont l'histoire est traitée ne l'est pas, de la vengeance de quelqu'un qui vient dans une ville pour venger la mort de son frère. Vous avez une plongée dans le monde de la pègre anglaise de façon complètement neuve pour l'époque. C'est un film extrêmement brutal, c'est un film extrêmement violent, c'est un film extrêmement grossier, populaire, on pourrait dire presque agressif. Et ça vient aussi surtout du choix de mise en scène, parce que le fait d'avoir choisi un documentariste, ce qui intéresse Michael Joss, au-delà de l'histoire de gangster, c'est la peinture finalement de ce nord de l'Angleterre, qui à l'époque est complètement en décomposition sociale. C'est l'époque, c'est la description d'un monde où les élus sont corrompus, où on parle de racisme, où on parle d'homophobie, où on parle de trafics différents. Et vous allez voir, par rapport au début, c'est un film en scope couleur, pourtant distribué, je crois, à l'époque par Warner, et c'est caméra à l'épaule au début. Il y a un côté comme ça, très vériste, même plus que réaliste, qui est voulu par l'auteur. La chose amusante, c'est que le film est de 71, on est aujourd'hui en 2011, Get Carter... 14, pardon, oui. On s'est arrêté. Je vais dire 40 ans, un peu plus de 40 ans après. Le film a été reçu avec un mépris total en France. Le film a été reçu avec un mépris presque égal en Angleterre. Je crois tout simplement, vous allez comprendre pourquoi, c'est parce qu'il se trouve qu'il y a des films qui sont en avance sur leur temps, c'est vrai, et que ce monsieur Michael Joss, dont le deuxième film allait s'appeler Pulp, qui est quand même intéressant, parce que bien avant Pulp Fiction, cet homme-là a d'une certaine façon réinventé, créé le nouveau film noir anglais. Petite anecdote, là, vous allez voir, l'action se passe à Newcastle. Dans le roman, ça se passe dans le Yorkshire, mais il trouvait que la ville de Newcastle était plus symbolique de ce qu'il voulait montrer.
Mais quand ils ont tourné le film, ils ont caché le sujet aux habitants de Newcastle, qui paraît-il était très pointilleux sur l'idée que l'on montre qu'il y avait des criminels qui sévissaient au milieu d'eux. Et donc, il raconte que pendant le tournage du film, il faisait croire presque qu'il tournait presque une comédie, quoi. En tous les cas, c'est un film qui a révélé ce réalisateur que moi je trouve formidable, qui n'a pas fait énormément de films dans sa carrière, qui a eu une carrière assez étrange, qui est parti à un moment à Hollywood, qui a fait et qui est revenu à la fin avec 2 films très très grands films noirs qui sont Croupier et Seule la mort peut m'arrêter. Et il y a eu un hommage rendu à Michael Chase à Amiens au mois de novembre dernier, et ça a été une révélation, je crois, pour tous les gens qui ont été voir ces films. Et Michael Joss a aussi écrit un roman qu'évidemment j'ai publié. Et je veux aussi souligner une chose, c'est que le choix des films a fait qu'on a pu... on a été chercher donc des copies, et que la plus grande partie des films que vous allez voir aujourd'hui, et dont celui-là, sont des copies 35 mm. Et celle-là, c'est une copie 35 mm restaurée. Voilà, donc c'est pour ceux qui aiment le cinéma comme on l'aimait autrefois, c'est un grand pied. Voilà. C'est une bonne projection. Film noir, on connaît des grands auteurs, Ken Loach, Mike Leigh, etc. Mais il y a plein de réalisateurs de films noirs et qui sont réellement méconnus, et je peux vous le dire vraiment parce que dans la préparation de la quinzaine des réalisateurs, dans la préparation de Cannes, on a vu une demi-douzaine de films noirs anglais, et dont 3 qui étaient très bons, dont 2 qui vont finir dans les sections parallèles cannoises. Donc c'est une... Comment? Oui, maintenant. C'est resté un courant, une source très vivace. Est-ce que je peux parler anglais? Mon français, c'est pas bon. Je vais essayer de traduire, oui. Non. Si. I saw this film in 1971. I lived in London in those days. I was a very young girl, and I liked it very, very much. Already 40 many years ago, and I have liked it much better today. I think it's a masterpiece, and Michael Caine is one of my favorites, and he's good here. C'est pour ça qu'il y a quelques années, ils en ont fait un remake avec Sylvester Stallone dans le rôle, grand transport dans l'Amérique. Sauf que la seule chose intéressante du remake, c'est que Michael Caine jouait le salopard. C'était une façon de faire un clin d'œil. Mais je peux vous dire, pour des gens comme James Ellroy, par exemple, les écrivains, Get Carter, aujourd'hui, Michael Joss, il est acclamé pour ce film qui a été très très mal reçu en 1971 en Angleterre quand c'est sorti. Mais parce qu'on l'a trouvé, et c'est vrai que même aujourd'hui, 44 ans après, extrêmement brutal, extrêmement cru, les allusions sexuelles très violentes. Tout ce que je vous disais sur le côté documentaire du film, il n'y a besoin d'aucun commentaire sur la ville de Newcastle, tous ces décors absolument sinistres, tristes, etc. Donc le film, j'ai eu la chance de connaître Michael Joss, il m'a raconté, c'est vrai que il disait que les Anglais avaient eu l'envie, en début des années 70, de faire ce genre de film. Il y avait comme un courant qui s'amorçait. Il y a eu ce film-là, qui n'a pas été très bien accueilli, et dans la foulée, il y a eu un film qui s'appelait Salaud, avec Richard Burton, Vilaine, de Michael Tuchner, et qui, là, a été encore 2 fois plus esquinté, et les historiens anglais même disent que Michael Caine s'en est sorti comme par miracle, parce que son image n'a pas été abîmée, alors que Richard Burton a mis 7 ou 8 ans à être à nouveau aimé dans son pays à cause du film Vilaine. Donc voilà. C'est vrai que Tarantino, c'est un fan de ce film-là. Mais il n'y a pas que ça. Stéphane Frears, c'est un fan de ce film-là. C'est quand même un film un peu en 2 parties. La première partie, il y a l'humour qui domine quand même. Il n'est pas très violent. Comme vous me parliez de violence, je m'attendais à avoir de la violence dès le départ. Mais en fait, c'est dans la deuxième partie que ça vient. C'est le règlement de compte final qui est extrêmement violent. Je trouve que c'est quand même très... C'est pas obligatoirement la violence, c'est pas obligatoirement dans les scènes d'action. Je trouve que la première scène où ils sont tous ces gens de la pègre, ils sont d'une vulgarité totale, ils sont à moitié ivres, qui sont là et tout, moi je trouve que c'est déjà presque agressif. Et puis la violence, alors physique, elle arrive quand même très tôt.
C'est-à-dire que quand il est chez la femme et que la voiture arrive et qu'il repousse la portière et que la tête de l'autre passe à travers, c'est très gradué dans le film. Alors, vous avez raison de dire, mais en fait, c'est pas vraiment en deux parties, mais je trouve que la violence, elle arrive petit à petit jusqu'à finir par complètement envahir l'écran. La partie sexuelle est très importante, effectivement. Et puis maintenant, quand j'ai vu que John Osborne a un rôle là-dedans, j'ai pensé à la génération des Angry Young Men, du cinéma anglais, et alors quel est le raccord qu'on peut faire avec ça? Enfin, c'est antérieur, les Angry Young Men. Oui, Angry Young Men, c'est antérieur, j'en sais trop rien. Je crois que Osborne était un ami soit du producteur, je sais pas, c'est vrai que c'est très surprenant de le voir dans ce film-là. Mais cela dit, si on voulait pousser le raisonnement, il y a quelque chose à voir entre ce film-là, qui est un film policier, et Look Back in Anger, qui est la pièce qui a révélé John Osborne, sur la jeune génération des jeunes gens en colère. Dans Look Back in Anger, ils sont dans les faubourgs de Londres, ils sont dans des décors miteux, ouvriers, il y a cette espèce de violence toujours permanente dans les rapports, dans les insultes, avec aussi pas mal d'humour. C'est là où l'affiliation peut se faire. Moi, je trouve le film de Kubrick, il est un peu différent. Personnellement, plus, c'est pas le Kubrick que je préfère, parce que je trouve qu'il est trop symbolique. Je veux dire, à un moment donné, la fable, il y a un côté un peu moralisateur. Puis il y a des choses, on va pas parler d'Orange Mécanique, mais je trouve qu'ils vont pas dans le film de Kubrick. Par exemple, on projette à Malcolm McDowell des images de films violents d'Hollywood pour le dégoûter de la violence. C'est ridicule, parce que les gens d'Hollywood, ils n'ont jamais filmé la violence comme on la projette à Malcolm McDowell. Donc je trouve c'est un peu à part. Enfin, moi, je ne le range pas du tout dans cette catégorie-là. Le film de Kubrick, il s'ouvre déjà dans un décor presque futuriste, avec des gens habillés de façon très spéciale, comme une fable. Alors que celui-là, ce qui frappe dès le début, cette vulgarité, cette approche documentaire, ce côté réaliste, vériste, au plus près des gens, la façon aussi dont il filme très souvent en gros plan, justement, où c'est pas très joli parfois d'ailleurs, où les gueules sont abîmées, ou alors fatiguées et tout, il y a un côté volontaire qui est dans le roman. Alors, chose que je peux vous dire, c'est important si vous lisez le roman, c'est qu'il ne meurt pas dans le roman. Parce qu'il en a écrit 2 autres avec le même personnage, mais il y avait ce côté-là dans le roman. Et d'ailleurs, il y a une photo de l'auteur Ted Lewis, qui était un jeune auteur très renfermé sur lui-même, paraît-il. Il y a une photo pendant le tournage du film où, vous savez, au début, dans ces maisons qui sont face à face, etc., qui marchent, et Michael Just disait que justement, Ted Lewis a été terriblement, ça a presque ruiné sa vie, parce que quand il y a eu un film, et par la MGM, je me suis trompé tout à l'heure, je dis, en plus produit par la MGM, avec Michael Caine, lui qui écrivait depuis plusieurs années, s'est dit qu'enfin, il allait être reconnu, et qu'enfin, il allait pouvoir vivre de sa plume d'une certaine façon, et en fait, le film n'a pas été un succès commercial, a été un échec, et il y a eu quand même, de la part de la critique, un espèce de refus de ce côté cru. C'est-à-dire que... voilà. Donc vous réservez pour les autres films. Oui. Il y a donc à 5h, Inspecteur Lavardin de Claude Chabrol, à 7h30, Out of the Past. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu sur grand écran, quand même, c'est une copie 35 mm de Jacques Tourneur, avec Robert Mitchum, Jane Greer et Kirk Douglas. Et puis à 9h30, Winter's Bone de Debra Granik, une adaptation d'un roman de Woodrell absolument formidable. Non, c'est voilà. Oh, yes, yes. Il a dû voir ça. Ah, mais ça, ouais, mais moi, j'avais vu.
couplé justement aux I know this film. And also those touches of humor, the black humor in the middle of the tragedy. And you sympathize with him, you think he's a good fellow, and you feel sorry for him. And he's a killer, of course, and then he's taking his revenge. I mean, But the revenge on everybody. of course, but this is quite soft. Nowadays, it's a soft, Yeah. violent Sure. film. 40 years ago, it was very violent. So it was It's not so soft because as you see him, it's not the way.